Votre sélection débutera après cette publicité. Ce qui nous fait tomber sous le charme d'une Mazda, c'est ce que l'on ressent au volant. Le confort raffiné, le plaisir, la puissance. Mazda, conduisez sans mesure. Découvrez-en plus sur Mazda.ca. 3, 2, 1... Nous sommes le jeudi 27 mai, voici à la une. Ici Maxime Coutier, en compagnie de ma collègue Émilie Hamon. Bonjour, Maxime. Aujourd'hui, une sombre page de notre histoire. Oh, c'est des Italiens qui viennent de se faire arrêter à cause de la guerre. Oh, vous devriez les fusiller toutes. Quelle peur ils ont dû avoir. Ils ont été menacés, arrêtés, internés seulement parce qu'ils étaient italiens. 80 ans plus tard, ils ont droit à des excuses. Et pourrait-on revenir au New York lugubre des années 70-80? La criminalité est en hausse et ça devient même un enjeu électoral. Mais d'abord, voici les plus récents développements dans l'actualité. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, va faire le point ce matin sur le calendrier de vaccination contre la COVID-19. Je rappelle que l'objectif est que 75 % des Québécois de 12 ans et plus aient reçu leurs 2 doses au plus tard le 31 août. Il sera donc possible de modifier la date de son rendez-vous sur le portail de Clic Santé pour être vacciné plus rapidement. À peine confinés, les Albertains pourraient être les premiers à laisser tomber la majorité des restrictions sanitaires cet été au pays. Le gouvernement a présenté un plan en 3 étapes qui prévoit des assouplissements extérieurs dès la semaine prochaine. Voici Jason Kenney, premier ministre. Notre plan d'ouvrir l'Alberta pour l'été est très prudent. Nous avons attendu 3 semaines depuis les mesures de santé publique annoncées plus tôt et nous voyons que les chiffres diminuent quotidiennement. Et si vous vous souvenez bien, il n'y a pas si longtemps, on vous disait à quel point ça allait mal en Alberta. Justement, des experts trouvent que la province est un peu vite en affaires. Essentiellement, il n'y aurait aucune règle après le 1er juillet ou même un peu avant, quand 2 semaines après qu'on a 70 % de vaccination pour la première dose. Jusqu'à présent, 58 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu une première dose du vaccin contre la COVID. Pas de grève dans la construction au Québec. Syndicats et patrons ont conclu une entente de principe. L'enjeu central des pourparlers concernait l'installation d'une application mobile avec géolocalisation sur le téléphone cellulaire personnel des travailleurs. La Cour suprême doit annoncer ce matin si elle accepte d'entendre l'appel qui vise à réviser la peine imposée à Alexandre Bissonnette, l'auteur de la tuerie à la Grande Mosquée de Québec. En novembre, la Cour d'appel du Québec avait réduit de 40 à 25 ans le temps que le jeune homme va devoir passer en prison avant d'être éligible à une demande de libération conditionnelle. Le tribunal avait statué alors qu'une période de plus de 25 ans était contraire à la Charte canadienne des droits et libertés. Donc, si la Cour suprême accepte d'entendre la cause, ce sera la première fois qu'elle va se prononcer sur le cumul des peines pour des meurtres multiples. On a passé à travers plusieurs choses pour se rendre jusqu'ici, puis on partira pas si facilement. L'entraîneur des Canadiens de Montréal, Dominique Ducharme, qui a encore la foi, il va peut-être en avoir besoin parce qu'ils font face à l'élimination ce soir contre Toronto. C'est une période sombre de la Deuxième Guerre mondiale, de l'histoire en fait du Canada, l'internement dans des camps de prisonniers d'Italo-Canadiens, des Canadiens d'origine italienne. Ils ont été nombreux comme ça, internés, arrêtés, simplement en raison de leur origine, de leur supposé appui au régime de Mussolini. Et puis, ce matin, Émilie, Justin Trudeau va présenter des excuses sur ce pan peut-être méconnu de l'histoire ou pas assez connu, mais qui a laissé des traces. Les camps d'internement, les camps d'internement qui ont bel et bien existé pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale un peu partout au Canada. Ce qu'on faisait, c'est qu'on y envoyait des citoyens qui étaient considérés comme ennemis, tout simplement, comme partisans de l'ennemi. On les arrêtait.
On les privait de leur propriété, on les envoyait dans ces camps qui étaient souvent très, très loin de chez eux, où on les faisait, entre autres, participer à des grands travaux d'infrastructure et on les détenait surtout dans des conditions assez douteuses. C'était difficiles. sommaire, oui, c'était pas facile. Voilà. Alors, notre collègue, Christian Noël, a produit un excellent reportage où il rencontre des descendants de ces gens qui ont été envoyés dans des camps, descendants d'Italo-Canadiens. C'est arrivé au père et à l'oncle de Nicolas Di Pietro. Ils étaient, eux, propriétaires d'une usine de souliers à Montréal. Et à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ils se sont fait confisquer cette usine lorsqu'Ottawa a ordonné l'arrestation des Canadiens d'origine italienne au cas où ils soient sympathisants du régime de Mussolini ou des espions, des saboteurs. On peut écouter Nicolas Di Pietro. Une série d'autobus et de paddy wagons se sont enlignés ici. La GRC rentre dans la bâtisse et annonce d'arrêter toute production. Tout le monde était un peu effrayé, confus. Certains disaient, mais avez-vous des mandats, des charges, quelque chose? Non. Et embarquez silencieusement. Alors, vous comprenez tout le contexte dans lequel tout ça se passait. On dit qu'il y a à peu près entre 600 et 700 hommes d'origine italienne, des Canadiens, pour la plupart, d'origine italienne, qui ont été envoyés dans ces camps d'internement. Oui, et dans des régions éloignées, notamment Petawawa en Ontario, Fredericton également. Alors, des excuses, ça fait longtemps qu'on les réclame du côté de la communauté. Il y en a eu dans le passé auprès des Japonais. Là. Tout à fait. Ottawa qui avait présenté des excuses officielles aux Canadiens d'origine japonaise qui avaient été envoyés eux aussi dans ces camps. C'était plus de 20 000 personnes quand même. Ils avaient aussi offert une compensation, reçu plutôt une compensation financière. Alors, Justin Trudeau va présenter des excuses officielles ce matin aux Canadiens d'origine italienne qui ont été envoyés dans ces camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale. On ne sait pas s'il y aura compensation financière cette fois. Et c'est une démarche, qu'il faut le dire, est quand même critiquée par certains historiens qui disent oui, mais il ne faudrait pas oublier que certaines des personnes qui ont été envoyées là-dedans sont probablement coupables d'avoir soutenu le régime de Mussolini. C'est à quoi répond quand même le ministre de la Justice, David Lametti. Je réponds en tant que ministre de la Justice en regardant en arrière. Il n'y avait pas des accusations criminelles. C'est très important symboliquement pour la communauté, mais personnellement pour moi aussi. Voilà. Alors, ce qu'il dit, c'est qu'il n'y avait pas d'accusation. Ils en ont contre la façon dont tout ça s'est passé parce qu'on sait qu'évidemment, ces internements ont laissé des traces sur ceux à qui c'est arrivé, bien sûr, à leur famille. On enlevait souvent des pères de famille, majoritairement. Donc, on laissait des femmes, des enfants. Aussi, voilà, dans la pauvreté certaine. Ça a fait du tort aussi à leurs descendants. C'est un sujet qui est souvent tabou. Alors, ce que beaucoup de descendants ont raconté à mon collègue Christian Noël, c'est que pour eux, c'est le début d'une rédemption, d'une guérison aussi. Oui, tout à fait. En tout cas, savoir ce reportage très touchant de notre collègue Christian Noël et les descendants, on voit justement à quel point c'est toujours présent, puis c'est un souvenir douloureux, souvent tabou, on n'en parlait pas. Ils ont été détenus dans certains cas 4, 5, 6 mois, 8 mois, durant une longue période, et vous l'avez dit, ça laisse des traces. Merci, Émilie. Plaisir. Ce qu'ils ont dit maintenant à propos des ventes de vélos. Alors, au Canada, comme dans plusieurs pays, la COVID a eu un effet insoupçonné. On s'est mis à faire du vélo, peut-être pour se changer les idées, pour bouger un peu. Résultat, il manque de vélos partout. Pénurie de vélos pour les plus jeunes et les plus grands. Et 1 an plus tard, la demande ne fléchit pas, bien au contraire. On écoute 2 propriétaires de boutiques de vélos. Nos vélos qui s'en viennent, quand on les reçoit, il y en a 8 sur 10 de prévendus. Une pénurie comme ça, j'en faisais un running gag l'année passée parce que les gens se sont battus du papier de toilette dans les Costco. Mais là, on le vit dans les vélos. Moi, je pensais jamais ça. Puis l'enjeu qui se passe en ce moment, c'est que les ateliers bâtissent des vélos qui sont en retard. Puis je crois que 2022 va être encore plus difficile. C'était le 27 mai 1968. Montréal est une ville majeure en autant que le baseball, le hockey, le football est concerné.
Il y a longtemps qu'un club de baseball majeur a dû être à Montréal. Dans un hôtel de New York, le président de la Ligue nationale de baseball, Warren Giles, fait une annonce qui réjouit les amateurs du Québec. Montréal aura son équipe dès l'année suivante, la première en dehors des États-Unis. Les débuts des expos en 1969 sont plutôt modestes. Il faut attendre le début des années 80 avant que l'équipe atteigne sa maturité et qu'elle aspire aux grands honneurs. En 1981, elle se rend d'ailleurs en championnat de division, une première. Pour certains, le début de la fin des expos, c'est en 1984, lorsque l'équipe se défait de sa vedette Gary Carter pour des raisons financières. Pour d'autres, la fin commence plus tard, en 1994, au moment où, après quelques années prospères sous le regard du gérant Felipe Alou, les expos peuvent enfin rêver de séries mondiales, mais où ils sont freinés par une grève des joueurs. Lorsque les activités reprennent quelques mois plus tard, les amours doivent se départir de joueurs vedettes encore, et là commence une longue agonie. En 2004, la Ligue annonce leur déménagement à Washington. 9 anciens membres des Amours trônent désormais au temple de la renommée du baseball majeur. Parmi eux, 3 portent les couleurs de Montréal, les légendes Gary Carter, André Dawson et Tim Raines. On va aller à New York ce matin. Pourquoi New York? Parce qu'on s'inquiète d'une hausse de la criminalité à tel point qu'on a l'impression que la vieille image de New York, celle des années 70-80, revient. Au début, on a mis ça sur le dos de la pandémie, cette augmentation de violence, mais ça se poursuit, c'est réel, et ça devient même un enjeu électoral très important pour la course à la mairie. On en parle avec Loïc Loury, qui est à New York. Bonjour, Loïc. Bonjour, Maxime. On dit que la criminalité augmente à New York. À quel point, puis comment ça se manifeste? Eh bien, les chiffres en la matière sont assez édifiants. Les derniers datent d'il y a une dizaine de jours environ. Ils font état de plus de 500 personnes qui ont été touchées par balle depuis le début de l'année, contre moitié moins, par exemple, il y a un an. C'est un record également depuis 10 ans. On compte aussi près de 150 meurtres sur la même période à New York. C'est 40% de plus par rapport à 2019. Et puis dans le métro, en revanche, les chiffres sont en baisse. Mais la statistique, malheureusement, est sans doute trompeuse, puisque la fréquentation s'est aussi effondré avec la pandémie. Vous savez, les gens prennent moins le métro qu'avant. Le plus inquiétant, enfin, est peut-être que la ville, pourtant, se relève doucement de la crise économique liée au Covid. Le chômage, qui a certainement contribué à cette hausse de la criminalité, se résorbe petit à petit, mais les statistiques, on l'a vu, ne s'améliorent pas. On le sait, en tout cas pour l'avoir vécu dans les années 80. New York, qui avait très, très, très mauvaise réputation dans l'imaginaire collectif. Au cinéma aussi, il y avait toujours cette image du New York violent des années 70-80, le Bronx, etc. Est-ce qu'on craint de revenir à cette époque-là, en quelque sorte? Oui, effectivement, vous parlez du New York de Taxi Driver, par exemple, de Scorsese. Alors, c'est vrai que ces derniers mois, on a eu des réminiscences, en quelque sorte, de cette époque. Il y a eu plusieurs séries d'attaques gratuites au couteau, notamment dans le métro new-yorkais, dont on a beaucoup parlé ici. Et puis, très récemment, vous l'avez vu sans doute, cette image frappante d'une fusillade à Times Square, le cœur du tourisme de New York. 2 femmes et une fillette de 4 ans qui ont été touchées par balle. Alors, est-ce que certains craignent un retour durable à des niveaux de criminalité qu'on pensait relever de l'histoire ancienne? C'est difficile à dire. La régie des transports new-yorkais, en tout cas, réclame des centaines de policiers dans les stations de métro. Le maire, très à gauche, Bill de Blasio, est accusé de laxisme, mais on n'en est pas encore à évoquer un retour de la tolérance zéro, la fameuse tolérance zéro, qui avait été appliquée par l'un de ses prédécesseurs, Rudy Giuliani, dans les années 90. Ouais, tout à fait, et qui a changé aussi le visage de New York. New York est devenu une ville propre, sûre, sécuritaire, bon, avec des dérives également, mais ça, c'est un autre sujet. Là, c'est un enjeu, en tout cas, qui préoccupe les New-Yorkais, visiblement, parce que c'est devenu un thème majeur de la course à la mairie. Oui, incontestablement. Alors rappelons que la primaire démocrate a lieu le 22 juin prochain, c'est tout proche, et plusieurs candidats donc se sont succédés à Times Square sur les lieux de la fameuse fusillade pour donner des conférences de presse. Andrew Yang, par exemple, ex-candidat à la présidentielle, qui a affirmé, je le cite, « Nous avons besoin de la police ». Et puis, un autre candidat surtout s'est rendu sur place, Eric Adams, c'est un ancien policier. Il avait dit en 2018, après une tuerie antisémite à Pittsburgh, qu'il souhaitait désormais venir armer
armé, voilà, quand il allait à l'église. Les deux hommes sont en tête des sondages à New York et le message sécuritaire a pris une grande place dans leur campagne pour le poste de maire. Un message d'ailleurs qui entre un peu en collision avec les nombreux appels lancés depuis un an pour réduire à l'inverse le budget de la police accusée de violence suite à la mort de George Floyd. Oui, tout à fait, tout le mouvement du définancement de la police. Hein? Est-ce que c'est davantage une récupération politique ou il y a un réel enjeu de sécurité? Vous vivez là-bas à New York. Est-ce que vous le sentez, vous le constatez, ça, dans la vie de tous les jours, que c'est devenu plus dangereux? Il y a sans conteste une grande inquiétude liée à la sécurité à New York. Les sondages le montrent. Outre les chiffres dont on parlait, on peut aussi évoquer les nombreuses agressions subies par des Asiatiques américains. Pour autant, parler d'épidémie, ce serait sans doute aller un peu vite. New York compte tout de même 35 000 policiers. C'est le contingent le plus important du pays. Ce qu'on constate au quotidien, puisque vous me le demandez, c'est surtout une plus grande précarité, peut-être au coin de la rue, plus de sans-abri à cause de la crise. Et face à tout cela, il y a de la récupération politique, c'est vrai, mais c'est de la politique et ce n'est pas forcément très étonnant à l'approche de l'élection, d'autant plus que cette campagne ne semble pas franchement passionner les foules, toujours concentrée sur le Covid. Les candidats essayent de se démarquer en faisant de la sécurité leur cheval de bataille. Pas sûr, toutefois, c'est la grande question, que cela plaise beaucoup à la frange la plus progressiste, Maxime, des électeurs démocrates à New York. Ouais. Cette précarité que vous évoquez, je pense qu'on l'observe partout, en tout cas c'est le cas chez nous également, durant cette période de COVID, dans des centres-villes plus désertés, puis une grande détresse aussi, maladie mentale, ça on le remarque, l'itinérance également. Loïc Loury qui nous parlait depuis New York. Merci Loïc. Merci Maxime. Autre chose à surveiller aujourd'hui, midi. Maxime, est-ce que vous reconnaissez ce thème? Bien sûr. Aujourd'hui, oui. La spéciale, tant attendue, les membres originaux de la série culte Friends vont être réunis pour un épisode retrouvailles. Au Canada, ça va être disponible sur Crave. Friends, on le sait, c'est encore aujourd'hui une des séries les plus regardées dans le monde sur les plateformes de diffusion en continu. Et par les plus jeunes, ce qui est étonnant. Oui. Voilà, c'était À la Une. Ici Maxime Coutier. Et Émilie Hamon. Réalisation Mathieu Courchaine. Merci de nous écouter. Bonne journée et à demain.